Et si je te dis que ce sweatshirt là que tu es en train de voir apparaître à l'écran, en vérité c'est pas vraiment un sweatshirt, mais que c'est un symbole contre le racisme, une pièce utilisée pour protéger les ouvriers, un signe d'identité pour les jeunes marginalisés, et en plus de tout ça, c'est en même temps une pièce hyper convoitée par les maisons de luxe dans leur défilé. Là, soit t'es en train de te dire que je suis complètement aveugle parce que ça, c'est vraiment un sweatshirt, soit tu peux rester sur cette vidéo et ensemble on va essayer de comprendre comment un vêtement peut signifier beaucoup plus qu'uniquement ce qu'on voit de lui. Aujourd'hui, le streetwear, il est littéralement partout. Quand t'es en train de scroller sur TikTok, quand tu regardes des pubs ou même quand t'es dehors et que tu passes devant des boutiques de maisons de luxe. Mais ça a vraiment pas toujours été le cas. Et c'est là que ça devient hyper intéressant parce que le streetwear, au-delà d'être un style, c'est avant tout le moment où la rue a rencontré la mode. Et cette rencontre, elle a amené de nouvelles règles, de nouveaux codes, de nouvelles silhouettes. Et d'ailleurs, ça influence probablement ce que tu portes aujourd'hui sans même le savoir. Alors, comment la rue a changé la mode ? Comment certains vêtements sont devenus de véritables symboles ? Et comment ce style est passé des quartiers populaires jusqu'au défilé de la Fashion Week ? Bienvenue dans ce premier Fit & Fact, l'histoire du streetwear. Dans les années 70-80, la mode, c'est pas juste quelque chose de fun ou de joli, c'est un espace social qui est hyper codifié. Être bien habillé, ça veut dire représenter la bourgeoisie dominante. Et donc leur ressembler avec des tailleurs, des costumes, en portant des marques prestigieuses ou en adoptant des comportements très précis. Et du coup, dans tout cet espace hyper codifié, beaucoup de personnes issues de quartiers populaires n'étaient pas vraiment les bienvenus, et notamment les jeunes issus de classes modestes qui, du moins, n'avaient pas les codes attendus. Donc ils étaient vraiment pas les bienvenus, et c'était pas juste symboliquement. Concrètement, les portes des boutiques étaient fermées pour eux, parce que, on le sait, rentrer dans une boutique de luxe comporte plein de règles tacites qui sont invisibles, mais qui sont bien réelles. On te scrute pour savoir si oui ou non tu corresponds à l'idée attendue du client. Et d'ailleurs, petite anecdote, dites-vous qu'en 2025, Jennifer Lopez, elle s'est fait refuser l'entrée d'une boutique Chanel à Istanbul. Donc j'ai envie de vous dire, si ça arrive encore en 2025 à Jennifer Lopez, mais imaginez il y a 40 ans en arrière avec des personnes qui n'avaient ni cette notoriété, ni ce réseau, et qui n'étaient pas autant privilégiées clairement. Et c'est exactement dans ce contexte d'exclusion que des figures du streetwear se sont mis à créer leur propre code, leur propre silhouette, leurs propres règles, pour créer une légitimité alternative. En gros, ils se sont dit, ok, si la mode dominante nous refuse, on va créer notre propre mode. Avant d'aller plus loin, on va quand même se mettre d'accord sur ce que c'est le streetwear, histoire qu'il n'y ait pas de big confusion par la suite. Donc le streetwear, c'est un style qui est né dans la rue, qui a été créé par des gens, et donc non pas par des stylistes ou des designers dans des bureaux. C'est là que se trouve la différence majeure avec la mode traditionnelle et donc dominante de l'époque. Et c'est un style qui a émergé à New York, à Los Angeles aussi, dans les années 70-80, qui est le mélange de plusieurs cultures fortes, le surf, le skate, le graffiti, le hip-hop, et qui représente une idée assez simple en vrai, être soi-même, pouvoir se reconnaître entre pairs, et créer un langage visuel différent de celui qu'on retrouve dans la mode traditionnelle. Et donc ça passe par des logos, des graphismes, des coupes assez oversize par exemple. En gros, le streetwear, c'est des gars comme Sean Stussy qui imprimaient dans le coffre de leur voiture des logos de t-shirts en Californie, ou juste des rappeurs, des skaters de New York qui ont prôné un style qui n'était pas défini par un styliste, mais bien par une culture. On retient comme marque phare du streetwear Supreme, Bape ou Fubu, qui littéralement veut dire for us, by us. Donc on ne pouvait pas être plus clair comme volonté. C'est vraiment créer des vêtements pensés pour et par la communauté qui les porte. En fait, ce qui fait surtout la force du streetwear, c'est qu'il vient pas d'en haut, il vient pas du monde établi par la mode, mais il vient d'en bas, il vient de la rue, des quartiers, de cultures marginales. Et c'est ça qui aujourd'hui le rend autant universel. On peut aussi noter un truc hyper intéressant, c'est que les figures de culture urbaine, c'est pas juste des gens qui sont stylés ou qui voulaient être stylés, c'est surtout des acteurs de différenciation sociale. C'est des mots un peu compliqués pour dire une idée très simple, c'est des gens qui ont compris un truc fondamental. Si la reconnaissance, elle passe par l'apparence, alors faut changer les règles de l'apparence. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait en arrêtant de courir derrière les codes de la bourgeoisie,
pour créer leur propre langage visuel. Et d'ailleurs, le sociologue Dick Ebridge, dans Subculture The Meaning of Style, il explique très très bien que les subcultures utilisent le style pour se différencier, donc à travers des vêtements, des accessoires ou des comportements, deviennent des signes d'appartenance à part entière. Donc on voit bien que dans ce système, les figures emblématiques du streetwear ne sont pas du tout des consommateurs passifs, mais ils créent justement un univers où leur style a une légitimité sociale, même quand l'élite leur ferme les portes. Je vais vous parler d'un exemple qui a littéralement marqué l'histoire. C'est celui de Dapper Dan à Harlem. On est dans les années 80 et ce monsieur ouvre une boutique dans laquelle il choisit de faire quelque chose d'assez radical et lunaire pour l'époque. Il va prendre les logos de marques de luxe, donc Gucci, Fendi, etc., que les jeunes de quartier ne peuvent pas s'offrir, et il va les coller sur des vêtements qui sont attribués plutôt au streetwear, donc sur des survêtements, des pièces assez oversize, etc. Ça peut être perçu comme une volonté d'imitation ou de contrefaçon, mais le propos central n'était pas vraiment là, c'était plus un renversement de pouvoir. En gros, il dit sans dire « vos symboles ont de la valeur, très bien », mais je vais me les approprier. Les maisons de luxe l'ont attaqué, ça leur a pas trop plu, donc ils ont fait fermer la boutique, mais il y a un plot twist. 30 ans plus tard, ces mêmes marques ont littéralement demandé à collaborer avec lui. Et c'est là que je trouve le message est le plus fort, c'est que ce que la rue va d'abord créer, ça va être perçu comme un peu une menace, puis ensuite ça va être réutilisé comme une ressource culturelle et économique de la part du monde du luxe en fait. Et à première vue, on se dit jamais en passant devant un vêtement, tiens, je pense que ce vêtement, ça peut être une arme politique ou ça peut être un symbole politique, et pourtant, le sweatshirt existe. Le sweatshirt, c'est clairement ce qui représente le mieux cette tension politique dans la mode. À la base, c'est une pièce qui a été créée pour protéger les ouvriers, et ensuite ça a été repris par des étudiants, des sportifs, etc. Mais à partir des années 70, le sweatshirt, ça devient un réel marqueur social parce qu'il permet à ceux qui le portent de pouvoir contrôler leur visibilité et de choisir si oui ou non ils veulent être vus. Mais c'est clairement ce que font des grandes stars comme Justin Bieber, Billie Eilish, etc. quand elles mettent leur capuche dans la rue pour essayer de contrôler leur visibilité et de du coup ne pas se faire reconnaître. C'est littéralement cette idée de contrôle de visibilité. Donc le sweatshirt devient un outil universel de gestion de l'espace social. Tu choisis quand ou non tu veux être vu. Et d'ailleurs, il a été interdit dans les centres commerciaux, enfin dans certains centres commerciaux, dans certains lycées, etc. Non pas parce que c'est quelque chose de violent, mais parce qu'il perturbait la lisibilité sociale des corps. Mais le sweatshirt prend un tout autre tournant en 2012 aux États-Unis quand Trayvon Martin, 17 ans, est tué. Et il portait un sweat à capuche et un paquet de bonbons. Et certains médias ont laissé entendre que le fait qu'il portait un sweat à capuche le rendait suspect. Et là, ça a vraiment fait une onde de choc énorme. Ça a entraîné donc des manifestations avec des gens qui ont capuche sur la tête, manifesté contre le délit de faciès et la stigmatisation et le racisme. Le sweat à capuche est devenu le symbole contre le délit de faciès et la stigmatisation raciale. Donc d'un vêtement fonctionnel, il est devenu politique, racontant des histoires de lutte, de marge et surtout de survie. Mais maintenant, on va voir concrètement comment le streetwear a traversé la rue pour passer du côté haute couture. En fait, pendant longtemps, le luxe, il a snobé le streetwear parce que il jugeait ce style trop casual, donc pas sérieux, pas du tout prestigieux. Mais progressivement, il a aussi compris que ces codes parlaient à toute une génération. Le vrai tournant, ça a été la collab entre Supreme et Louis Vuitton en 2017, une marque underground de skate qui infiltre une maison centenaire. Et là, choc, vente mondiale en quelques heures. Et puis évidemment, je ne peux pas passer à côté de Virgil Abloh qui a évidemment joué un rôle majeur puisqu'il a poussé les barrières encore plus loin avec la marque Off-White, avec ses collections de sneakers, ses silhouettes déconstruites, et on remarque aujourd'hui que toutes ces subcultures sont présentes dans énormément de maisons de luxe aujourd'hui. C'est bien la preuve que le luxe a intégré le streetwear comme partie essentielle de la mode contemporaine. Le passage du streetwear de la rue à la haute couture fait débat, puisque certains y trouvent une certaine ironie à voir qu'un style né des skaters, des graffeurs, des jeunes du hip-hop est en fait maintenant devenu des pièces hors de prix, ce qui s'éloigne totalement, selon eux, de l'esprit collectif et accessible de base, et ce qui était en fait un langage d'expression est devenu, selon eux aujourd'hui, un objet de désir ultra monétisé. Mais d'un autre côté, certaines personnes trouvent que cette entrée dans le luxe a permis une reconnaissance culturelle et a rendu visible et légitime des marges
Et ça, c'est au-delà d'une question de mode, c'est une question de diffusion culturelle. Au final, aujourd'hui, le streetwear, il est partout, mais reste à savoir si on le porte en connaissant son histoire. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Est-ce que selon toi, le streetwear a perdu ses racines parce qu'il est devenu cher et mainstream, ou au contraire, il les a renforcées en rentrant dans le luxe puisque ça a légitimé une certaine culture ?